Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 février 2022. En préparant cette petite vidéo, je me suis remémoré l'atmosphère de l'hiver 2021, quand soir après soir, pendant 4 mois consécutifs, je vous ai proposé quelques-unes de mes interventions. Et j'ai ressenti le, l'effet que ça m'avait provoqué. J'ai ressenti la librairie qui est fermée, la journée de travail qui est complétée, l'hiver qui est quand même bien installé, mais qui tend quand même à s'en aller, même si au moment où on se parle, il fait -16, -17 Celsius. Et c'est assez curieux comme sentiment. Je ne sais trop si cette séquence sera comparable à celle de l'année dernière, je ne sais trop. Mais assurément, il faut pas couper le... Pour pouvoir être efficace, disons, ou pour pouvoir que ces interventions vidéo donnent des fruits, il ne faut pas trop longtemps être absent. Il faut une certaine régularité. Mais j'ai réfléchi à mon absence. J'ai réfléchi à mon absence. Et j'ai fini par éprouver une lassitude, vous disais-je. Une lassitude de moi-même. Et toutes ces paroles échangées, tous ces mots échangés, tout le monde parle tout le temps. Et j'ai fini par me lasser moi-même. Je vous sais, je vous sais cependant friand d'anecdotes sur le métier de libraire, qui est un métier rare, hein, n'est-ce pas? Libraire d'occasion et d'ancien, ce que les Français appellent bouquiniste, qu'on n'utilise pas ici au Québec. Et on n'utilise pas ce terme. On dit librairie de livres usagés, qui est un anglicisme, ou encore on dit librairie de seconde main, qui est, je pense, encore un autre anglicisme, mais le vrai terme, c'est librairie d'occasion. En librairie d'occasion et d'ancien. Alors, donc, c'est un métier rare. Très peu de gens l'exercent, au fond. Alors, on a un point de vue à la fois différent sur le monde des livres. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Comme je vous dis, je vous sais friand de, de- des anecdotes de libraire. Je vais vous montrer quelque chose. Et après, je vais vous dire en quelles circonstances j'ai obtenu cette petite chose assez étonnante. Alors, je vous le montre. Je ne sais pas si on le voit. Je m'approche. On recule pour que vous puissiez... Alors, c'est quoi au juste? Alors, c'est Monseigneur Jean-Claude, je présume, Jean-Claude Bonhomme, omis, de l'ordre de Marie... c'est un oblat, oui, de l'ordre de Marie Immaculée, évêque titulaire de Tulana. Et c'est une brochure renéo-typée en haute marée sur la baie James, journal de voyage, juillet 1957. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous voyez? Alors, donc, c'est une brochure dont je me suis porté acquéreur. Oh, ça devait être peut-être dans 97, peut-être 98. Et j'avais acheté un lot de livres chez un curé de Verdun. Le curé Signori de son nom. Et il y avait toutes sortes de choses dans ce lot-là, entre autres, dont ça. Et le journal étudiant, également renéotypé, du Collège Sainte-Marie à Montréal. Journal étudiant dans lequel on retrouvait des poèmes de jeunesse de Claude Gauvreau. Et
ce curé Signori avait été donc son condisciple de classe à Claude Gauvreau. Il en conservait un souvenir plutôt teinté de scepticisme. Il disait que c'était un curieux bonhomme. Mais j'étais content, je considérais, et je considère toujours que c'est une assez importante découverte sur le plan bibliographique. Et je l'avais proposé à la vente à un de mes confrères. Et qui lui-même l'avait égaré dans son fouillis de papier et qui a fini par retrouver bien des années plus tard, et il l'avait proposé dans son catalogue, à un prix assez spectaculaire, dirais-je. Et il ne se souvenait pas du tout où il avait trouvé ça. Alors, quand j'ai reçu son catalogue et j'ai constaté qu'il faisait un beau profit, j'étais content pour lui, eh bien, je lui ai rappelé que c'était moi qui lui avait vendu ce cahier renéotypé avec des poèmes de Claude Gauvreau. Il ne se souvenait pas du tout. Il se demandait même, quand il l'avait retrouvé dans ses papiers, comment avait-il trouvé ça? Eh ben, c'est à moi qui lui avait vendu. Ce collègue-là, on a fait beaucoup, beaucoup d'affaires, lui et moi. Je ne sais pas si je vous ai raconté. Ah, je vous raconterai ça une autre fois. Ah, attendez, je vais vous le raconter, mais je crains de me radoter. Il y a beaucoup, beaucoup d'années encore, sans doute. Non, oui, c'était en 2000 ou en 2001. Et je partais en voyage. Je partais en voyage en France, toujours le même pays. Et puis, je voulais arrondir. Je voulais m'offrir des moyens plus spectaculaires pour avoir un voyage agréable. Et j'avais été le voir avec un carton de livres. Et je lui avais proposé de m'acheter ce carton de livres-là sans l'ouvrir. Et j'avais exigé quand même une somme assez importante. Et comme on avait l'habitude, lui et moi, de faire des affaires de... Lui me vendait des trucs, moi je lui en vendais, ou encore on faisait des échanges. On a fait beaucoup, beaucoup d'affaires ensemble, toujours avec beaucoup de plaisir. C'est un confrère que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est probablement dans le monde du livre d'occasion, puis d'ancien, c'est très certainement l'homme que j'apprécie le plus, tant sur le plan humain que sur sa grande compétence. C'est quelqu'un qui est une sorte d'érudit, en quelque sorte. Alors, je lui avais donc proposé de me faire une série de chèques, mais la condition, c'était qu'il n'ouvre pas le carton. Et il avait obtempéré, il m'avait offert une somme importante pour un lot de livres qu'il n'avait même pas vu. Et puis finalement, bon, j'ai fait mon voyage, je suis revenu et je suis allé le voir et je lui ai demandé s'il avait été satisfait de notre transaction. Il m'a fait un grand sourire, me dire que oui, ça valait vraiment la peine. Alors ça, vous imaginez, hein, le genre de truc. En tout cas, c'est... Alors, je vais revenir sur ce en haute marée sur la baie James. Oui, sans doute, demain, sur ma page Facebook, je vais le proposer à la vente. Ou peut-être pas, je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser. Mais je me disais, avant de lui envoyer un courriel à ce client que je sais intéressé par ce genre d'objet, parce qu'il est question des Autochtones, et c'est les passages que je vais essayer de retracer avec vous, eh ben, je me suis dit, avant de le vendre, eh ben, peut-être je devrais en faire une vidéo. Mais je sais, cependant, que dans les prochains jours, je vais vous parler d'Ardelais. Je vais vous parler aussi, parce que j'ai commencé à réfléchir à cette histoire d'auteurs recherchés en bibliophilie, hein, ce que je vous ai dit, les contemporains, ces auteurs
confidentielles, mais qui sont chéries par un lectorat ardent et formé et très, très, très amoureux, eh bien, c'est de ce côté-là, si on veut. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, je vous l'ai dit. Je ne crois pas que la bibliophilie, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. La bibliophilie spéculative, il y a une sorte de, à mon sens en tout cas, il y a une sorte de dégradation du plaisir. Mais les gens qui auraient envie de se livrer à cet exercice de bibliophilie spéculative, mais je ne sais même pas en fait si on peut faire ça sans être un lettré. Parce que, je l'ai souvent dit, je l'ai dit souvent à ma librairie, j'ai dû sans doute le dire ici à quelques reprises, il n'y a pas de bibliophile qui n'est pas un lettré. Tous les bibliophiles que j'ai rencontrés dans ma assez longue pratique maintenant, près de 30 ans cette année, hein, ça va faire 30 ans que je fais ça, euh, tous étaient de fins lettrés. Alors donc, introduction. Je vais vous lire un passage de l'introduction. Attendez. Alors, l'abbé James, attendez, je vais vous montrer. Vous allez avoir une petite carte. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. L'abbé James, c'est tout au nord du Québec. C'est là où sont les, euh, les barrages hydroélectriques. C'est là également où sont les Indiens Cris. Et c'est un immense territoire inhabité. Et les chantiers hydroélectriques, c'est quelque chose, c'est des travaux gigantesques. Et le Québec est indépendant sur le plan énergétique grâce, entre autres, à ces barrages hydroélectriques. Alors, lettre d'appréciation. Que vous dire de votre journal de voyage en haute marée sur la baie James, sinon qu'il m'a plu souverainement, mais surtout qu'il m'a édifié. J'y ai vite reconnu l'âme franchement et noblement missionnaire de l'authentique missionnaire qu'est son Excellence, Monseigneur Bonhomme. Il peut en composer toute une multitude d'écrits de ce genre, parce qu'il possède le don de la plume, mais encore plus celui de la vertu de foi. Bon, ça, on y trouve aussi. Ah, tenez, c'est donc curieux quand même. Non, un petit signet. Donc, je vais aller vous trouver les passages où les questions de où il est question des Autochtones. Alors, il parle des femmes héroïques. Qu'est-ce qu'il peut bien dire là-dessus? Les bonnes sœurs grises d'Ottawa. Tenez, on est encore à Ottawa. En charge de l'hôpital et de 4 missions des deux côtés de la baie, nous servent un excellent banquet. Je suis sûr que si le père Duchossois, oui, qui a publié quelques livres. Ah, c'est quoi déjà les titres? Euh, le père Duchossois, en tout cas, qui est aussi de l'ordre de l'Immaculée de Marie, ouais, les Omis. Eh bien, c'est quoi les titres? Ah, en tout cas. Mais il a publié quelques titres sur, sur cette région-là et sur les Indiens, les Autochtones. Je suis sûr que si le père Duchossois avait visité les religieuses de ce vicariat et pris contact avec leurs œuvres, toutes nées de la croix, il aurait écrit un nouveau livre intitulé Les femmes... Ouais, c'est ça, c'est les femmes héroïques de l'abbé James.
pas les femmes héroïques de l'Alaska. Je pense que c'est ça, les femmes héroïques de l'Alaska. Écoutez, ce que je vais faire, en note en bas de page, je vais aller chercher la référence. Je vais vous mettre une petite image d'un des livres du père Duchossois, dis-je. Je suis sûr qu'elles n'ont jamais songé à tant de gloire, habituées qu'elles sont aux tâches obscures, n'ayant d'autre ambition ici-bas que la consolation du devoir accompli au profit de ces pauvres âmes dont certaines résistent encore à la grâce. C'est dans le royaume des cieux seulement que ces missionnaires attendent le couronnement de leurs œuvres qui sera la récompense que le grand maître réserve à ses fidèles serviteurs. Le ton, hein? Attendez, je vais aller voir tout de suite. Non, moi, ce qui est... non, un autre petit passage avant. Je me lève à 5 heures. Jeudi 11 juillet. Je me lève à 5 heures et vais faire ma prière et mon oraison sur le pont. Il fait beau, mais la vague se soulève sur la mer. Il va donc falloir rester à l'ancre encore toute la journée. Le Notre-Dame du Cap aussi est figé, agrippé à son ancre à 1 mille de nous. Un bateau de la compagnie de la baie du Tson nous a rejoints et s'immobilise pour les mêmes raisons que nous. Le frère Baudouin me demande si je ne pourrais pas dire ma messe seulement à 4 heures de l'après-midi. Tout le monde resterait à jeun à partir d'1 heure pour recevoir la Sainte Communion, me dit-il. J'y consens volontiers. Le frère a l'heureuse idée d'aller accoster près de Notre-Dame-du-Cap pour favoriser les chers frères cardinal et Morin qui n'ont pas de chapelle ni de célébrants à bord. Après la messe, que nos Indiens attendent avec une édifiante piété, le frère Baudouin transborde sur son bateau une bouée destinée à l'entrée du chenal de la rivière Albany, le frère cardinal ne pouvant pas la manœuvrer, car son embarcation n'est pas munie d'une grue comme la nôtre. Au lieu de nous remettre à l'ancre, au même endroit, nous allons nous fixer à 6 milles plus loin, afin de nous lancer en haute mer vers minuit ce soir. Alors, ils visitent d'autres religieux. Ils s'en vont à Basutoland. Alors, le frère Goulet l'invite à dîner. La colonisation, attendez. Ah, attendez. Il faut les initier. Ah, sans oublier les Indiens. Alors, attendez, quelle date nous sommes aujourd'hui, à ce moment-là? Non, si c'est une... Ouais, autour du 13 juillet. Le père Bilodeau devient supérieur. Là commence son œuvre véritable qui va servir de modèle à toute la baie James. Là, voilà, j'arrive absolument pas à lire ce mot-là. L'ocnancière, enfin, ça semble être ça, l'ocnancière, se fait de plus en plus sentir. Les Indiens sont au désarroi. L'avenir est plus que menaçant. On est en face d'une grave question de vie ou de mort. Un seul moyen paraît efficace en ce moment critique, donner du travail pour faire vivre l'individu et sa famille. Les missionnaires sont prêts, comme toujours, à réunir tous les sacrifices pour sauver ces malheureux, en leur prouvant que leur sort n'est pas essentiellement lié à la seule industrie de la chasse et de la pêche, de plus en plus difficile et de moins en moins payante.
D'autre part, les Indiens ne voient guère d'autres moyens que leurs fusils, leurs filets et leurs pièges pour sustenter leur famille. Pour la culture, le terrain leur manque et ils ont peu de disposition pour ce genre de travail qu'ils ne connaissent guère d'ailleurs. Il faut les initier. Il ne s'agissait donc de faire consentir ces pauvres gens à l'exploitation du sol par une œuvre de défrichement en faveur de la mission. Dans les circonstances, plusieurs contremaîtres n'auraient pu suffire à diriger les travaux, surtout à tenir les Indiens à cette dure besogne. Pour éviter ces difficultés, le père Bilodeau va les faire travailler à la pièce. Il donne tant de marchandises pour le défrichement, de tant de pieds carrés. Alors chaque famille entreprend de défricher son lot. Hommes, femmes et enfants se mettent à l'œuvre sans plus tarder. Chaque soir ou à la fin de la semaine, chaque foyer reçoit nourriture, vêtements et même tabac, si apprécié de l'Indien. N'allons pas croire que cette entreprise va marcher toute seule, comme dans le meilleur des mondes. Il va falloir un maître compréhensif et vigilant à la tête de l'équipe. Le père Bilodeau, grâce à son amour des Indiens, est l'homme tout désigné pour cette délicate fonction. Tous les matins, dès les premières heures du jour, il fait le tour de la réserve et sonne une cloche qui surprend presque toujours les dormeurs. Ils sont convoqués à la messe avant leur travail et une sanction est portée à celui ou celle qui manque à l'appel sans raison valable. Ainsi, ces pauvres gens qui ont toujours vécu à la bonne franquette, sans règlement, sans ordre, prennent des habitudes de régularité et de fidélité aux devoirs quotidiens. Ce moyen est aussi excellent pour soumettre la chair à l'esprit et à la volonté. Voilà de la vraie civilisation chrétienne. C'est effrayant, hein, quand même. C'est effrayant à lire. Alors, je vais continuer. Écoutez, oui. Je vais continuer jusqu'au 14 juillet. Allez. Et après ça, ben écoutez, je pense que j'en aurais su assez sur les résultats. On se demande, j'en suis sûr, quel fut le résultat pratique de cette entreprise. Aussi nouvelle, pour ne pas dire aussi risquée. Je me réserve la réponse à cette question, sans craindre d'être téméraire dans mon jugement. Je veux me cacher derrière les faits qui aujourd'hui s'imposent à tous ceux qui veulent bien réfléchir sans préjugés. En revenant du lac Sainte-Anne, mon compagnon le frère Goulet, que je suis en train de perdre de vue au cours de ce long récit, me fait voir de magnifiques prairies, des champs immenses de pommes de terre, des jardins potagers capables d'alimenter toute la mission avec ses 50 pensionnaires de l'école et de l'hôpital. Je vois encore dans un riche pâturage des animaux déjà repus dès 7 heures matinales, couchés, en train de faire tout à leur aise leur digestion. Tout ça est le fruit de 200 acres de terre de savane, défrichés pied par pied par les Indiens de la mission d'Albany sous la direction de ses missionnaires. Au cours de la période de défrichement, ces Indiens ont-ils pris goût au travail et appris quelque chose? Du lac Sainte-Anne, je passe au chantier de l'école en construction. Je vois 75 Indiens au travail de tous les métiers. Menuiserie, plomberie, électricité, etc. Ils font les blocs de ciment aussi bien que les Blancs. Ont-ils amélioré leur sort par ce travail? Qu'il me suffise de dire que ces 75 Indiens sur les chantiers de construction de la mission reçoivent des pairs la valeur de 750 $ par semaine en argent, à part ce qu'il leur est payé en nourriture et en vêtements. Sur chaque navire de la mission, 3 Indiens sont employés comme marins et un grand nombre d'autres comme débardeurs à chaque port de la baie.
On les voit encore à l'emploi du chemin de fer et à la compagnie du radar en opération dans plusieurs missions de la rive ouest de la baie. Dans la réserve, les tentes qui abritent si péniblement les familles sont remplacées par des maisons en bois, peinturées à la manière des Blancs, assez spacieuses et répondant aux lois élémentaires de l'hygiène. Hein? Les santés sont meilleures, les vies se comptent par de nombreuses années, comme dans les pays civilisés. Un minimum d'aisance favorise la morale et toute la vie chrétienne y gagne en valeur, malgré les assauts de la vie moderne qui n'épargnent pas ces pays lointains, à peine ouverts à la civilisation. Et les missions ont-elles tiré profit de tout ce progrès merveilleux? D'abord, elles ont sous les yeux des chrétientés plus heureuses, qui mènent une vie normale et plus généreuse dans l'accomplissement de leurs devoirs d'État et de religion. Elles sont encore plus aptes à gagner leur vie au service des Blancs honnêtes qui reconnaissent chez ces Indiens leur esprit de travail, leur probité et leur savoir-faire qui les recommandent à l'attention des employeurs de la région. Les missionnaires eux-mêmes ont bénéficié de ce progrès des Indiens dans la mission. Ils se sont rendus compte que ce qui a été fait à Albany pouvait se réaliser ailleurs. On fit de même à Attawapisca, Vincic et dans toutes les missions à l'est de la baie. Le système de colonisation du père Bilodeau a prévalu partout et avec succès. Ce progrès a contribué au développement de nos écoles et hôpitaux, comme on le voit surtout à Albany et à Fort-Georges. Un avantage qu'on ne saurait jamais oublier, c'est qu'Albany est sauvé pour toujours de la débâcle du printemps qui, avec le temps, aurait conduit à la ruine de la vieille mission. Alors voilà. Nous nous empressons d'aller visiter la réserve indienne, nouvellement déménagée, à 1 mille de l'ancienne, à l'exception de quelques familles retardataires qui attendent encore. De loin, nous voyons une série de maisons neuves, bien peinturées, qui ont l'aspect de petits cottages américains. Toutes sont bien alignées de chaque côté d'une large rue, dont on a recouvert la surface de gravier. Nous saluons d'abord le chef, à la tête d'un groupe d'Indiens, employés aux travaux publics du ministère de la Voirie. On dit que les Indiens ne sont pas satisfaits de ce déménagement à 1 mille de la rivière, où sont leurs canaux et leurs points de départ pour les excursions de chasse et de pêche. On a fermé les yeux sur leurs requêtes, ce qui leur fait sentir leur dépendance des Blancs, trop souvent éprouvée depuis des siècles. Alors tenez, c'est tout pour aujourd'hui. Hein? Je vous laisse avec cette petite image. Et ben voilà. Alors, 6e vidéo en 5 jours. On va finir par y arriver. On va finir par se réapprivoiser, n'est-ce pas? D'abord, moi avec moi-même. Quelle tâche ardue. Et vous, hein, qui m'écoutez. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et vraisemblablement à demain.